Et on va s'intéresser à un exercice issu d'un oral de Centrale Supélec dans la filière PC, un flyboard. L'idée en fait c'est que vous avez ici la personne qui, disons, utilise cet appareil. Et bon, bah, l'idée à peu près claire, c'est que grâce à l'éjection de l'eau qu'on voit un petit peu mieux ici, en action-réaction, donc vous allez projeter l'eau vers le bas et l'homme va être propulsé vers le haut. On va se placer pour l'instant en régime stationnaire où en fait la force finalement en réaction permet d'équilibrer le poids à la fois de l'eau comme on le verra et puis de l'eau qui est dans le tuyau ici à la verticale. Certaines données sont fournies, donc on donne les sections du tuyau d'arrivée et puis les sections des tuyaux de sortie avec la masse volumique de l'eau que j'ai peut-être appelé ρ pour la suite et pas ρe, mais ce n'est pas très important. Et on suppose que le sportif et la planche ont une masse qui avoisine les 100 kg. Voilà pour l'idée. Dans un premier temps, on va simplifier un peu la situation. Donc on va supposer un problème totalement vertical. Donc bien sûr, on va se placer déjà, peut-être je peux le préciser, on peut le placer pour une situation où en fait stationnaire. Donc on va se placer en régime stationnaire avec la personne qui est à une altitude Z fixée et qui ne bouge pas en fait, qui est en lévitation en quelque sorte à une altitude fixée. Alors pour l'idée c'est qu'on va représenter la personne, donc on va supposer une situation parfaitement verticale où le tuyau ici rouge serait vertical et les éjections du liquide est également verticales. Donc en fait l'idée c'est que, bon, même si on ne voit pas tout le dispositif, on imagine que quelque part l'eau va être prélevée. Alors l'eau elle part du lac ou de la mer, enfin, avec une vitesse qui est sûrement très très inférieure à la vitesse de sortie finale qu'on peut identifier, que je peux réécrire ici. Donc elle est prélevée à une vitesse VE sûrement très inférieure à la vitesse finale pour une question de différence de section et d'eau qui est incompressible. Ensuite elle va traverser une pompe qui va l'accélérer et vous allez avoir ce type de cheminement pour l'eau. Voilà, donc on imagine une hauteur h à laquelle se situe le système. Et donc l'idée c'est qu'on va bien sûr, vu qu'on veut trouver une vitesse, et que l'idée c'est que cette force d'éjection va en fait équilibrer le poids de la personne, il apparaît assez naturel de faire un bilan de quantité de mouvement. Alors dans un premier temps, précisons bien le système. Donc là j'ai dessiné le système à l'instant t, les systèmes à l'instant t plus dt. Donc dans mon système, je vais inclure en fait toute la partie. Donc dans mon système, je vais inclure tout ce qui est en noir, c'est-à-dire l'homme, la planche, le dispositif d'amener de l'eau, la pompe, et plus l'eau qui s'apprête à rentrer pendant d'été. Et bien sûr l'eau à l'intérieur. Et à l'instant t plus dt, en fait, l'eau qui est entrée, en fait, il y a une autre eau qui est sortie, et donc mon système est presque le même en sortie, simplement l'eau qui s'apprête à rentrer pendant d'été a été remplacée par l'eau qui quitte le système pendant la même durée d'été. Donc voilà pour l'explication, et puis le système est rappelé ici. Voilà. Bon, je reviendrai en particulier à la fin pour voir pourquoi j'ai pris un système aussi large que ça. C'est en particulier pour pouvoir simplifier facilement le travail des forces de pression. Pardon. Donc je vais faire le bilan de quantité de mouvement. Donc je vais d'abord m'intéresser à dp. Donc j'écris que la variation de quantité de mouvement du système, c'est les forces extérieures fois la durée dt, infinitésimale. Et je vais commencer par m'intéresser à dp. Alors en fait, vu qu'on est en régime permanent, vous avez dp qui est donc normalement p en t plus dt, c'est-à-dire la quantité de mouvement du système à la fin, qui peut être très compliqué éventuellement, avec peut-être ici de l'eau qui a un mouvement assez particulier, on ne sait pas trop. Mais si on se place en régime permanent, eh bien on sait qu'en moyenne, finalement, ce qui se passe au milieu va se compenser, et ce sera la même valeur à l'instant t plus dt, une valeur totalement inconnue, mais ce sera la même. Et donc il me restera simplement la différence entre la petite quantité qui sort et la petite quantité qui rentre. Donc je peux écrire ça, la petite quantité de mouvement en sortie moins la petite quantité de mouvement en entrée. Voilà, c'est la méthode classique en régime permanent.
Alors ceci va se réécrire, la petite masse qui sort pendant dt fois la vitesse en sortie. L'avantage c'est que pour la zone en sortie, on peut supposer que toutes les particules ont à peu près la même vitesse Vf, et pareil en entrée, moins delta ME VE. Alors à nouveau, vu qu'on est en régime permanent, eh bien la masse qui rentre, elle doit sortir, sinon il y aura une accumulation de masse au centre et on ne serait pas en régime permanent. Donc je peux écrire ça delta ms Vf moins VE. Et enfin, la dernière idée, c'est que on va supposer que la section, donc là c'est la section d'entrée, on a une certaine section d'entrée AE et on a une section de sortie AF, enfin en toute rigueur 2 AF, mais l'idée déjà ne change pas grand-chose sur AF ou 2 AF par rapport à AE. Et il semble raisonnable de supposer que AE est très très grand devant 2 AF. Et en conséquence, vu que le fluide est incompressible, vu que c'est de l'eau, d'accord, on va pouvoir supposer que la norme de la vitesse en entrée est a priori très très faible devant la norme de la vitesse en sortie. C'est tout le principe, d'accord, d'éjecter l'eau à très grande vitesse en sortie pour réussir à faire une réaction suffisante sur la personne. Donc là, c'est parce que le fluide est incompressible. Une autre façon de le dire, c'est que l'eau dans le lac, elle est presque prise à l'arrêt, en fait. Voilà. Et donc, finalement, je peux approximer le dP par delta M en sortie VF. Une approximation qui semble raisonnable pour cette résolution de problème, encore une fois. Si on est un exercice sur une résolution de problème, on essaie de présenter quelque chose qui puisse tenir la route sans forcément s'encombrer de petits détails de calcul. Il reste à évaluer le delta MS. Alors le delta MS, on peut l'évaluer avec le petit schéma que j'ai fait ici. On a donc l'eau qui va sortir, alors je peux ici, j'ai l'eau qui va sortir à la vitesse VF, d'accord, donc ça c'est, ok, ceci, donc avec une vitesse que je peux nommer VF, et donc pendant dt, eh bien l'eau qui sort va occuper un volume VF dt, pardon, une longueur VF dt, une hauteur de cylindre VF dt. La section c'est 2 AF. Alors pourquoi 2 AF? Parce que vous avez deux sorties, deux tuyères de section AF. Donc en fait ça fait une section totale 2 AF, en supposant une symétrie un peu obligatoire parce que sinon la personne pourrait difficilement rester en équilibre. Et avec une masse volumique ρ, on obtient assez directement que finalement on a donc delta M, c'est la masse volumique fois le volume 2 AF VF dt, et on recopie VF. Voilà. Et donc c'est le résultat qui est recopié en dessous. Là vous avez la variation de quantité de mouvement pour le système pendant une durée dt. Il faut maintenant s'intéresser aux forces. Alors on regarde notre système et on va essayer de trouver quelles sont les forces qui s'appliquent. Alors bien sûr il y aura au moins, forcément pour ce système qui comprend l'homme, il y aura forcément le poids de l'homme et de son équipage, enfin de sa planche, d'accord. Donc on peut écrire ça à moins la masse du système, de l'ordre de 92 kg, le champ de pesanteur terrestre, et c'est dirigé selon moins uz, enfin la composante de g bien sûr, selon la verticale descendante. Ensuite, vu que mon système inclut également l'eau à l'intérieur, il faut bien que je prenne le poids de l'eau. Donc pour l'instant, je m'intéresse à l'eau qui est ici, c'est-à-dire l'eau qui est dans la partie verticale du tuyau. Et cette eau, elle va avoir une certaine masse, c'est simplement la section fois la hauteur fois la masse volumique. Et donc cette eau, elle aura un poids qui sera à nouveau forcément moins un GUZ. Et pour le terme, c'est la masse de l'eau, donc c'est en fait, j'aurais pu écrire ça un peu moins loin finalement, mais je écris donc le volume, donc la section fois la hauteur, et le champ de pesanteur. Donc voilà pour le poids de l'eau dans la partie verticale. Ensuite, il y aura la force de pression, mais c'est la force de pression qui s'exerce, qui fait tout le tour du système. Donc pour la force de pression, ce serait la pression qui serait ici, donc là, vous êtes à l'air libre, vous avez P0, 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 etc. Bon, là, vous êtes à peine dans l'eau, mais le tuyau, il doit être quasiment à la surface de l'eau. Donc, même ici, la pression est aussi quasiment P0. On est juste à la surface de l'eau, il doit flotter plus ou moins à la surface, le tuyau. Donc, on peut supposer qu'on a une pression P0 qui fait tout le tour du dispositif. Voilà, c'est une approximation qui semble assez raisonnable. Et donc, pour la force de pression, vous avez une surface fermée. Et donc la force de pression, la résultante des forces de pression, ça serait moins l'intégrale double des moins P0 ds avec un
DS orienté sortant, d'accord, vu que j'ai mis le moins devant. Et vu qu'on a P0 qui est le même partout, bien ça fait 0. C'est un peu pour ça que j'ai pris le système dans sa globalité. Ça me permettait d'avoir P0 partout. Voilà, si par exemple j'avais arrêté mon système, j'aurais pu peut-être arrêter mon système ici au niveau de AI, mais le problème c'est que là j'avais pas vraiment la pression au niveau de AI. Donc j'avais un problème ici, j'aurais dû compter une force de pression ici, que je n'avais pas réellement. On aurait pu s'en sortir différemment, mais enfin bon, j'ai choisi de faire comme ça. Alors normalement, en toute rigueur, vu que j'ai inclus tout le système, il faudrait rajouter le poids de cette partie-là, quoi. Normalement, il faudrait compter le poids de la partie qui se situe ici. D'accord? Normalement, vous avez la partie qui est là, et il faudrait bien d'une façon ou d'une autre inclure le poids de cette partie-là. Mais en fait, cette partie-là, elle est plus ou moins équilibrée par l'eau, quoi. Enfin, c'est l'eau qui est là qui la surporte. Donc vous avez en gros une réaction de l'eau qui est ici, et puis vous avez le poids du système. Et ça, finalement, que le système fonctionne ou pas, qu'il soit à l'arrêt ou pas à l'arrêt, vous avez votre système qui doit reposer à la surface de l'embarcation, qui repose à la surface de l'eau, et le poids de l'embarcation est plus ou moins équilibré par la réaction du support. Ce que vous avez vraiment à compter en plus, c'est ça, il va falloir quand même que vous éleviez ça. Quand c'est par terre, enfin quand le tuyau est par terre, il peut aussi être équilibré par l'action de l'eau, mais une fois qu'il est en l'air, il faudra bien tenir compte de son poids. C'est pour ça que je prends en compte cette partie-là du poids, parce que finalement, vous devez bien, l'homme, il doit bien... il va bien falloir contrer le poids de l'homme, mais il n'y a pas de raison, si on compte le poids de l'homme, de ne pas non plus contrer, de contrer le poids du tuyau. Dit autrement, si on prenait que l'homme, en fait, avec sa planche dans le système, eh bien, le tuyau là, il tire plus ou moins avec son poids, finalement, sur l'homme. C'est pour ça que je dois inclure le poids de l'eau qui est ici. Alors, je ne prends pas en compte le plastique, en fait, qui entoure. Le poids du plastique est sûrement très faible par rapport au poids de l'eau. Voilà. Mais je pense que le poids de l'embarcation, on peut l'équilibrer avec la réaction du support, qui est finalement l'eau autour. Et donc on doit pouvoir se dispenser de cette partie-là. Donc ça, je pense que ça peut s'équilibrer à 0. En tout cas, à l'arrêt, le système doit pouvoir s'équilibrer. Et au final, bien, j'ai plus qu'à comparer la quantité de mouvement qui est là, que j'ai trouvé ici. Donc j'ai la quantité de mouvement la variation de quantité de mouvement qui est ici, et comme force, j'ai les deux poids en fait, le poids de l'homme et puis le poids de la partie verticale de l'eau dans le tuyau, dans la partie verticale. Donc finalement, si j'égalise les deux, bon, je recopie les deux termes qui sont écrits ici, je pourrais alors simplifier par Usen. Il y a aussi le dt qui doit toujours disparaître bien sûr à la fin, il y a le signe moins également qui va apparaître des deux côtés. Et en fait, on peut trouver la vitesse au carré. Donc, on a Vf carré qui est donné par ici. Et donc, en fait, l'idée, on voit que finalement, l'action de l'eau qui va être éjectée va devoir en fait équilibrer le poids de l'homme, de son équipage et de la partie qui est dans l'eau à la verticale. Voilà. Donc maintenant, si on tente une application numérique, voilà. Bon, encore une fois, tout ça, c'est un modèle. Il y a une résolution de problème. On essaie de présenter quelque chose, peut-être une variante un peu différente pourrait aussi être acceptée. C'est une tentative de résolution, d'accord, qui en vaut peut-être d'autres. Voilà, elle ne paraît pas totalement aberrante. Donc ici, pour calculer la vitesse, donc je vais calculer Vf. Alors je vais prendre la racine. Donc je devrais compter 92. Ensuite 10 puissance 3 pour la masse volumique. Pour la section en entrée, j'ai 8,1 fois 10 moins 3 en mètres carrés. Si on reprend l'énoncé, je prends 10 pour l'altitude, d'accord. Et on voit que les deux termes sont comparables en fait. Les 10 moins 3 vont simplifier. On a 80 par rapport à 92, donc en fait ça fait deux termes à peu près comparables à prendre en compte. 9,8. Et maintenant on va s'intéresser au dénominateur. Bon, au dénominateur, il y a juste à prendre les valeurs qui sont indiquées dans l'énoncé. Il n'y a rien de très particulier. Il y a donc 2, à nouveau la masse volumique de l'eau. Et pour la section de sortie, qui est plus petite que la section d'entrée, 2,6 fois 10 moins 3. Donc voilà pour les données. Et une fois qu'on fait l'application numérique, on trouve une vitesse qui est de 18 mètres par seconde. Bon, on peut penser qu'une vitesse de l'ordre de la dizaine de mètres par seconde, ça semble des valeurs auxquelles on aurait pu penser, quoi. Entre 10 et 15 mètres entre 10 et 20 mètres par seconde semblent des valeurs assez réalistes pour ce genre de situation. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu de la puissance de la pompe. Ça, c'est la vitesse en fait que vous devez générer en sortie pour pouvoir maintenir la personne à l'équilibre. Maintenant, quelle pompe vous devez avoir pour faire ceci? Donc l'idée, ça va être d'appliquer un premier principe industriel. Bon, là maintenant, on vous parle de puissance.
Donc forcément, puissance, il faut penser bilan d'énergie. Bon, avec un écoulement, le premier principe industriel doit vous apparaître assez naturellement. Et en fait, ce que je vais faire, je vais prendre maintenant ce que je fais pour le premier principe industriel. Je vais me placer entre l'entrée et la sortie. Donc ça sera l'entrée. Pardon. Ce sera l'entrée. Et ça, c'est la sortie. Mais maintenant, alors je ne vais pas inclure tout le système parce que, en particulier, je veux que la puissance de la pompe apparaisse. Donc je ne vais pas remettre la pompe dans le système. D'accord. En fait, je vais mettre juste l'eau qui est dans le système entre l'entrée et la sortie. Et dans le premier principe industriel, je l'applique directement, vu que c'est une relation du cours, je peux directement l'appliquer. Et donc j'ai cette relation-là. Bon, assez naturellement, je vais négliger les transferts thermiques, donc je vais supposer qu'il n'y a pas, enfin, c'est pas l'aspect essentiel, il y a peut-être quelques petits effets thermiques, mais on peut bien penser que l'effet essentiel, c'est l'aspect de la puissance de la pompe, c'est ça qui va vraiment coûter, donc on peut dire que c'est négligé par rapport à la puissance utile qui sera la puissance de la pompe ici. Voilà. Ensuite, pour d'autres termes, petit h, c'est l'enthalpie massique. Petit h, on peut écrire que c'est en fait l'énergie interne massique plus la pression sur ρ. Or, eh bien, la pression en entrée, c'est la pression en sortie parce qu'on sera à l'air libre. Donc ça ne change pas. Et puis, l'énergie interne, de façon générale, c'est une fonction de la température et de la masse volumique. Ici, vous avez un fluide incompressible. Donc la masse volumique ne change pas, et donc il semble assez naturel de dire que la température en entrée, ça c'est donc de façon évidente, les masses volumiques sont les mêmes en entrée et en sortie pour l'eau. Et encore une fois, si on néglige les aspects thermiques, bon, on peut certainement supposer que TE égale TS et que ρE égale ρS, ça semble des hypothèses très raisonnables par rapport, c'est plutôt un problème mécanique qu'un problème thermique ici. Donc tout ceci fait que, enfin grâce à ceci, on peut conclure que le delta H fera 0. Et maintenant, pour les autres termes, dm, c'est juste la masse volumique fois en fait le débit volumique. Alors le débit volumique que je peux appeler Q, ça c'est le débit volumique, je le réécrirai après, mais on l'a déjà vu dans l'exercice sans le dire comme ceci. La variation d'énergie cinétique, alors en toute rigueur, c'est 1/2 de la vitesse d'énergie cinétique massique moins l'entrée. Voilà, comme ceci. Et en énergie potentielle massique, l'eau, elle part de la surface et il faut l'emmener à une hauteur à peu près h en sortie pour le dispositif, d'accord. Elle entre à 0, puis elle ressort à quelque chose qui est de l'ordre de h, d'accord. Bon, après, au niveau du dispositif, tout dépend quelle hauteur on prend exactement, mais ça fait quelques dizaines de centimètres d'écart par rapport à 10 mètres, donc ça n'a pas une grande importance, on veut un ordre de grandeur. Donc là, on peut mettre petit g fois grand h égale la puissance de la pompe. Alors comme tout à l'heure, on a dit que la vitesse d'entrée était très faible devant Vs, c'est en particulier vrai pour son carré. Donc on peut bien sûr négliger la vitesse d'entrée au carré par rapport à la vitesse de sortie, d'accord, c'est tout à fait raisonnable. Donc ça, on prendra 0. Et enfin, pour le débit volumique, en fait, on l'a déjà estimé, le débit volumique, je vous renvoie à ce qui est ici. C'est le calcul qui avait été fait plus ou moins ici, mais dit autrement, le débit volumique, c'est le vecteur courant, c'est le vecteur vitesse fois la section. Donc en sortie, vous avez VF, d'accord, et la section, c'est 2 fois AF. Voilà. Et donc finalement, vous avez bien ρ ici qui apparaît là, 2AF VF qui apparaît ici, et le terme 1/2 de VF. Alors j'ai appelé VS ou VF, là j'ai peut-être fait une petite coquille d'écriture que je vais corriger. Ça c'était bien VF, c'est l'autre que j'ai dû appeler. Bon, j'ai peut-être mélangé un peu dans les écritures, vous pourrez corriger facilement. Voilà, j'ai peut-être appelé deux choses la même chose. Enfin, je peux dire que VS égale VF, c'est juste, c'est pas très bien. Enfin, c'est deux notations pour dire la même chose. La vitesse en sortie ou la vitesse finale, c'est la même chose, d'accord. Voilà. Et donc maintenant, donc on voit qu'il y a deux effets, d'accord. Voilà. Après, on pourra regarder s'ils sont comparables ou pas dans les calculs, ou s'il y en a un qui domine vraiment. Donc maintenant, on passe à l'application numérique. Donc on aura P de U qui fait donc 10 puissance 3 la masse volumique de l'eau fois 2 la section de sortie. Donc on avait 2,6 fois 10 puissance 23 en mètres carrés. Pour la vitesse, on a pris 18 mètres par seconde. Et ici, on aura 18 au carré sur 2 plus 9,8 fois 10. Voilà. Donc finalement, bon, on a des termes qui sont un petit peu comparables parce que donc, admettons qu'on mette 20, donc
20 au carré, on aurait donc 400 et 200 et puis 80. Donc les termes sont un petit peu comparables quand même. Et si on termine, donc on peut pas négliger l'un par rapport à l'autre. Dans certains exercices, on peut négliger par exemple un terme par rapport à l'autre. Là, ils sont quand même un petit peu comparables. Et finalement, pour la puissance utile, on arrive ici, on trouve à peu près 24. Si on fait l'application numérique, on est à peu près à 24 kW. Voilà, donc ça c'est une estimation, disons peut-être grossière, il y a pas mal d'approximations dans ce qu'on a fait. Enfin, on imagine que la pompe doit être de l'ordre de 24 kW. Attention qu'ici, c'est uniquement la puissance de la pompe pour avoir la personne à l'équilibre. Bien sûr, si on veut qu'elle se déplace, il faudra fournir un complément de puissance pour assurer en plus un déplacement, d'accord, du système. Alors, d'autre part, on a aussi négligé certains points. On peut faire quelques remarques finales, d'accord? Quelques remarques pour terminer. Il y a certains aspects qui ont été négligés, d'accord? En particulier, on a négligé toutes les pertes de charge. Donc, pertes de charge ont été négligées. Alors, il y a sûrement pas mal de pertes de charge, enfin pas mal de pertes de charge. Il y a des types de pertes de charge. Il y aura forcément des pertes de charge régulières au sein du tuyau. Il y a aussi pas mal de courbures, de coudes. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a une partie de l'eau qui n'est pas vraiment utilisée, d'accord, qui s'échappe. Donc il y aura différents types de pertes de charge qui font que en fait, la puissance à fournir, alors ces pertes de charge pourraient être réincluses comme une hauteur d'eau. Et donc si on appelait par exemple une hauteur d'eau équivalente HC pour les pertes de charge, peut-être qu'une puissance plus réaliste, ce serait la puissance précédente, c'est-à-dire ρ 2 FVF, facteur de VF carré sur 2 plus 1G grand H plus petit hc. Voilà, si on déterminait les pertes de charge et qu'on les ramenait en équivalent de hauteur d'eau, on aurait quelque chose comme ceci. Bon, là, il faut quand même qu'on vous fournisse des données pour pouvoir aller plus loin. Diagramme de Moody, par exemple, ou des données sur des pertes de charge singulières. Notons ici que donc on aura une puissance plus importante. Notons qu'ici, ça c'est la puissance mécanique. D'autre part, ce qu'on a trouvé, c'est une puissance utile mécanique minimale. Et bien comprendre que ça c'est inférieur à la puissance réelle de la pompe, parce que la pompe, elle n'a pas un rendement unité, quoi. D'accord? Le R de la pompe, il est inférieur à 1, d'accord? Donc là, en fait, il faut que votre pompe, elle soit, quand vous voyez le cahier des charges de votre pompe, il faut qu'il soit supérieur à ça, parce que sinon, il va vous en manquer un petit peu. Et puis, on s'est intéressé uniquement, pour terminer, on s'est intéressé qu'au cas, on a fait le cas statique, d'accord? Donc si après on veut un mouvement de la personne, enfin des mouvements, il faudra forcément une puissance qui sera supérieure à cette puissance utile méca minimale. Voilà. Donc on voit que ça c'est juste pour le soulever à la hauteur souhaitée, mais en tenant compte des pertes de charge, il faudra plus, en tenant compte du rendement, il faudra plus, et si on veut en plus qu'il se déplace, ce qui est sûrement le cas, il faudra fournir une puissance plus importante. Alors peut-être qu'à la fin, je ne sais pas comment ça fait, mais peut-être je ne sais pas, c'est un peu en ordre de grandeur, mais peut-être qu'une puissance plus réaliste, c'est peut-être une puissance de 50 kW, quoi, pour pouvoir un petit peu avoir à peu près tout ce qu'on veut, pour avoir une certaine marge de manœuvre avec le système. Enfin, ça vous dimensionne un petit peu le type de dispositif dont vous aurez besoin pour que ça fonctionne. Voilà. Encore une fois, hein, tout ça c'est une résolution de problème. On peut peut-être prendre un système un peu différent, peut-être compter des choses un petit peu différemment. Voilà, c'est une présentation possible. Il y en a sûrement d'autres qui sont sûrement un petit peu équivalentes, peut-être meilleures. Voilà, je vous remercie.